Ah, très heureux de retrouver Ray Lalonde pour une nouvelle saison. Salut Ray, comment vas-tu? Très bien, je suis en pleine forme. Et les sujets ne vont pas manquer encore une fois cette année. Ce soir, on va parler de football et de basketball. Parlons d'abord de football, les codes d'écoute. La NFL, ça va tellement bien. Les codes d'écoute explosent présentement. On établit des records présentement d'audience aux États-Unis. On est à la deuxième semaine. On joue la troisième ce week-end, Luc. Et le match Eagles contre les Chiefs, qui est une reprise du Super Bowl, évidemment, tant attendu, à 16h30 sur Fox, mettant en vedette Tom Brady, a attiré le plus de spectateurs dans l'histoire de la NFL pour une deuxième semaine d'activité. 33,8 millions de téléspectateurs au rendez-vous, déjà si tôt dans l'année quand littéralement ils ont joué un match. Bon, ça c'est un record. Mais en moyenne, cette année, à date, tous les matchs confondus sur tous les réseaux américains, 20,7 millions de téléspectateurs. La saison dernière, c'était terminé, Luc, à 17,8 millions. Ouais. Bon, il y a encore des matchs, puis il y en a des mauvais qui s'en viennent, mais il y en a des bons aussi. C'est pour souligner, encore une fois, l'impact imposant d'un rouleau compresseur que représente la NFL au niveau de l'attrait télé. Puis, Luc, la NFL, c'est la raison principale, à mon avis, que la télé traditionnelle, avec les réseaux communs, là, comme NBC ou CBS ou Fox, existe encore. Parce que la NFL s'est investie pour 11 ans, là, à peu près à 11 milliards par année, pour garder la télé traditionnelle en vie, parce que c'est là que les gens retrouvent la grande majorité du contenu de la NFL. C'est les habitudes qu'on a créées au fil des années, puis on fait des bons duels aussi. La NFL programme les bons matchs au bon moment. Tout est là aussi, ça reste c'est du sport-spectacle. C'est un assemblage, si tu me permets l'expression, un packaging, là. Un enrobage extraordinaire. La NFL sait faire ça mieux que quiconque. Les Vikings du Minnesota s'en vont en Europe. C'est-à-dire qu'on va affronter en Irlande les Steelers et on va s'en aller à Londres contre les Browns. Évidemment, c'est pas la première fois qu'on s'en va en Europe. Et on continue cette tradition-là, un marché qui est pratiquement gagné d'avance. D'abord, c'est vraiment unique ce qui se passe avec les Vikings, là, qui, en passant ce week-end, affrontent les Bengals sans leur quart partant. Puis ils vont partir pour Dublin, en Irlande, la semaine prochaine, pour affronter les Steelers le dimanche, le 28. Mais pour la première fois de l'histoire de la NFL, ça fait deux premières là, que je te dis, là, une équipe va aller en Europe passer 10 jours et jouer 2 matchs consécutifs dans 2 villes différentes. Parce que la semaine suivante, ils vont la passer à Londres pour affronter ensuite le dimanche les Browns de Cleveland. Alors, dans les 2 cas, l'avantage des Vikings, Luc, c'est qu'ils sont l'équipe visiteur. S'ils étaient aux États-Unis, ils joueraient à Pittsburgh et à Cleveland. Mais en allant là-bas, tu n'auras pas à faire face à, mettons, cette pression des fans adversaires qui huent et qui crient contre toi pendant les matchs. La chose qui est à noter, c'est que 240 personnes de l'effectif des Vikings du Minnesota vont accompagner l'équipe pour les 10 jours, c'est-à-dire 190 personnes du côté football. Puis le côté administratif, ils vont emmener avec eux, Luc, 7000 repas préparés à consommer sur place. Donc, il n'y a rien qui va se faire là-bas. Non. Et ils ont prévu pour que ça se déroule sur des roulettes, comme à l'habitude, comme s'ils étaient dans le centre d'entraînement des Vikings à Minneapolis. Alors, on ne prend pas de risque parce que c'est quand même risqué d'aller jouer 2 matchs à l'extérieur. Tu n'es pas dans ton domicile habituel, tu n'es pas familier avec tout ça. Les Vikings ont pris toutes les précautions. C'est la première fois de l'histoire qu'une équipe fait ça. Puis la NFL, bien évidemment, va absorber une partie de cette facture-là. Puis les 2 équipes, les Browns et les Steelers, c'est comme un match à domicile. Ils vont être compensés et dédommagés eux aussi. Mais c'est quand même la poursuite de la globalisation de la NFL. Puis c'est un succès sur toute la ligne à chaque fois qu'on fait des matchs de cette façon-là. On va changer de registre. On va parler de la NBA, mais aussi de la réalité du plafond salarial. Il y a un maximum que les équipes peuvent dépenser. Mais là, présentement, la NBA enquête du côté des Clippers de Los Angeles, dans le cas de Kawhi Leonard, qu'on aurait trouvé une façon détournée de donner de l'argent, si on veut, à Kawhi Leonard, mais ça ne compte pas sur le plafond salarial. Peux-tu nous expliquer un peu cette situation-là? Alors, le propriétaire des Clippers, M. Stephen Ballmer, cofondateur de Microsoft, c'est le propriétaire le plus riche de sport dans le monde entier. Plus de 125 milliards de dollars de valeur personnelle. Vraiment, il y a tous les moyens possibles. Les Clippers ont acquis, lors de la signature de Kawhi Leonard, suite à son championnat avec les Raptors, on voulait qu'il reste à Toronto, il est parti pour les Clippers. Je dois te dire là, que, Luc, ça s'est avéré un échec total. Pour lui, les blessures, la santé, il n'a jamais pu performer à son meilleur. Puis pour les Clippers, ils n'ont jamais atteint les espoirs, les sommets espérés. Il y a un plafond salarial dans la NBA qui était l'an dernier de 140 millions de dollars par équipe.
le principe d'un plafond salarial, c'est de contrôler les dépenses pour être sûr que tu ne dépenses pas plus. Dans l'NBA, c'est un plafond avec quelques exceptions où tu peux re-signer tes joueurs dépasser le plafond. Mais tout doit se faire dans l'ordre puis avec l'approbation de la Ligue. Steven Ballmer aurait investi dans une entreprise quelques semaines avant le début de la saison 2021, une compagnie qui s'appelle Aspiration. Il aurait investi 50 millions de dollars. Quelques semaines plus tard, selon un journaliste d'ESPN, Pablo Torre, il aurait découvert que cette compagnie-là, Aspiration, aurait créé un endossement publicitaire avec Kawhi Leonard de l'ordre de 28 millions de dollars pour 4 ans. De façon à ce que Kawhi Leonard reçoive de l'argent supplémentaire, comme un endossement de Nike ou de Gatorade. Cet argent vient du propriétaire des Et surtout Clippers. que c'est un endossement commercial qu'on appelle en anglais « no-show ». Pas besoin de participer à une séance autographe, d'aller faire une publicité, rien de ça. On te donne cet argent-là simplement pour ton nom. Mais le mystère, c'est que Pablo Torre aurait découvert que les Clippers étaient derrière ça. Et puis là, Adam Silver s'est prononcé il y a 2 semaines pour dire « Attention, avant de faire des commentaires, on va faire l'enquête en bonne et due forme. Et s'il y a lieu, il aura des conséquences aux Clippers. » Et là, quand je parle de conséquences, c'est souvent la perte de choix hors pêchage. C'est souvent des amendes de millions de dollars. Et c'est ta réputation. Puis jusqu'à un point où le propriétaire pourrait être suspendu. Donc, c'est dangereux ce qui se passe. Puis ça m'étonne, considérant l'argent que Steven Ballmer possède. Parce qu'il aurait eu le droit de le payer plus que le plafond salarial. Tu sais, parce que c'est un joueur qui était des fois, déjà ça te donne la marge de manœuvre pour d'autres joueurs. Exactement. Puis à un moment donné, mais s'il n'y a pas de fumée sans feu... Oui. En tout cas, ça va sortir dans les prochaines semaines, peut-être prochain mois, mais il faudra surveiller ça. OK, les séries de la WNBA sont commencées. Ça va mieux, cette ligue-là. On fait de l'argent. Là, les joueuses veulent être payées à leur juste valeur. Et là, ça risque d'accrocher, peut-être dans les prochains jours. Au niveau de la négociation de la convention collective, Luc, ça se termine le 31 octobre. Pour avoir une crève, il reste moins de 60 jours. La saison se termine dans quelques semaines. On est déjà en fin de première ronde. Tu sais, tu avais un match Phoenix contre New York ce soir. On passe à la 2e ronde la semaine suivante. Les cotes d'écoute ont été exceptionnelles cette année. Les stades ont été remplis. L'argent rentre des commanditaires. 200 millions de dollars par année d'ESPN. Non, mais c'est de l'argent pour les droits de diffusion pour un produit qui, pendant 27 ans consécutifs, a perdu de l'argent. Là, on a conclu notre 29e saison, puis c'était un succès phénoménal, même en l'absence de Caitlin Clark pour une majorité de la saison. Mais là, les joueuses sont tannées, veulent des meilleures conditions d'infrastructure. Cette année, elles ont obtenu des vols nolisés. Mais ils veulent des meilleures infrastructures d'entraînement, des meilleurs bénéfices sociaux, des conditions de famille et surtout un partage de ces revenus-là. Parce que je vais te donner le vrai chiffre. Quand tu regardes la Ligue nationale de hockey et tu dis, bien, les joueurs versus les propriétaires, c'est un partage à peu près 50-50. Dans la NBA aussi, Luc. Dans la WNBA, c'est 85-15. Est-ce que c'est pas parce que les équipes perdent de l'argent, donc ils en gardent un peu plus compte tenu... C'est parce que pendant des années, ils perdaient de l'argent. Les filles n'avaient vraiment pas de raison de questionner. Mais là, on veut une meilleure équilibre. Mais là, elles veulent être récompensées. Pourquoi? Parce que l'argent rentre. Puis grâce à Caitlin Clark, puis à cette nouvelle génération-là. Mais ce qui est clair, puis oublie pas, Toronto commence dans la WNBA l'an prochain. Le tempo de Toronto, cette année, c'était les Valkyries de Golden State. Écoute, quand il y a une demande d'expansion, puis les franchises valent entre 250 puis 450 millions de dollars, c'est bon pour la santé. Les joueuses veulent être payées à leur juste valeur. Pas aux valeurs NBA. Parce que le ratio exact, je pense que c'est 2 des revenus, c'est l'équivalent de la NBA, c'est-à-dire dans la WNBA. Exactement. Je regardais le salaire maximum, on appelle ça une super max joueuse, c'est 249 000 $. Donc, on veut augmenter ça. Puis le salaire de recrue, c'est 66 000, 70 000 Ça, c'est le salaire que Caitlin Clark avait obtenu l'an dernier, malgré le fait qu'elle a transformé la Ligue. Mais c'est quand même ridiculement bas pour un produit qui, maintenant, génère beaucoup d'attention aux États-Unis. Beaucoup de dossiers à suivre. Excellente première chronique, mon cher Ray. On se retrouve très, très bientôt. On fait une courte pause. On est de retour dans quelques instants.